Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour Satelleco, votre magazine de l'économie. En 2009, plus d'1 220 000 passagers ont fréquenté Montpellier-Méditerranée. C'est un nombre en baisse constante depuis 2006. Pourtant, l'aéroport diversifie constamment son offre en multipliant les lignes traditionnelles et low cost vers les destinations européennes notamment. Et cet été, Montpellier-Méditerranée a renforcé ses rotations vers certaines destinations du Maghreb. Et ça a bien marché, Cyril Roboul. Oui. Bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous présidez le directoire de la société aéroportuaire. Les premiers chiffres de ces trains... Oui, alors les premiers chiffres, vous avez raison, c'est vrai que l'aéroport baisse un peu chaque année, mais c'est vrai qu'il y a une analyse des chiffres qui est intéressante. C'est-à-dire qu'on continue à diversifier. On a fait des vols qui s'appellent des vols loisirs, donc qui sont sur la période estivale, sur des destinations comme la Jordanie, les Canaries, aussi le Madère, donc la Jordanie, j'ai déjà dit, enfin bon, tout sur un ensemble de la Méditerranée qui, je crois, était intéressante et offre intéressante qui permettait aux passagers d'avoir de nouvelles destinations vers quoi aller. Et je crois que ce qui est intéressant, c'est que l'offre de l'aéroport se diversifie. Alors pourquoi une baisse tout de même ? Aujourd'hui, le trafic Paris continue à chuter d'une manière importante pour différentes raisons. Enfin, le TGV est toujours plus agressif commercialement. Air France, aujourd'hui, a tendance un peu à diminuer son offre sur Paris, ce qui fait que sur notre fonds de commerce, qui représente encore 60%, on a une baisse qui peut aller jusqu'à moins 8% aujourd'hui, qui fait que, j'allais dire, toutes les nouvelles lignes qu'on amène ne sont pas encore suffisantes. Donc ça veut dire qu'il faut encore qu'on accélère notre développement pour arriver à faire plus que compenser cette baisse inhérente au contexte. Est-ce qu'Air France baisse le nombre de rotations parce qu'il y a moins de passagers ou est-ce qu'il y a moins de passagers parce qu'Air France baisse? Alors c'est une bonne question. Je pense que aujourd'hui Air France a une vraie problématique, mais qu'on entend clairement, c'est le fait que Air France a un niveau de coûts qui ne sont pas ceux de compagnies low cost. Donc aujourd'hui, forcément, sur des lignes comme Paris, ils sont amenés à récupérer des clientèles qui sont prêts à payer des tarifs assez élevés. Et donc forcément, ça limite le nombre de passagers pouvant partir sur Paris. Et je dirais la différence se creuse, parce qu'aujourd'hui, la référence pour beaucoup de passagers, c'est la référence des tarifs des low cost, quelles qu'elles soient, c'est-à-dire des tarifs entre 100 et 200 euros. Avec des prix d'appel très forts. Avec des prix d'appel très forts. Donc voilà un peu le contexte un peu difficile à gérer. Alors 2010 a été une année perturbée pour le trafic aérien. Alors tout ça, à cela vient se rajouter effectivement l'épisode Volcan qui nous a quand même coûté plus d'1,5 point de croissance, des contextes météo aussi difficiles ainsi que des grèves. Enfin, grosso modo, il y a 3% de croissance qui viennent d'éléments non maîtrisables. Donc ça n'arrange rien pour arriver à repartir vers une croissance de l'aéroport. On a été très pénalisé là-dessus. À mettre en balance avec les bons résultats à l'international, et notamment donc les derniers chiffres, 33 000 passagers vers le Maghreb cet été. Alors, c'est vrai que l'international a une croissance intéressante, essentiellement avec l'ouverture de Casablanca. Je dirais l'international d'une manière générale, parce qu'il y a aussi une progression intéressante sur l'Algérie, ce qui fait que sur l'international, on a multiplié à peu près par 5 les résultats en termes de passagers. Donc, ce qui est bien. Par contre, c'est vrai que sur l'Europe, il faut voir que l'année dernière, il y avait eu un choix de fait, c'était d'arrêter la liaison de Londres-Stansted avec Ryanair, car les exigences de Ryanair sur cette destination étaient trop fortes. Donc on a compensé par une extension de Londres-Luton et de Gatwick avec EasyJet. Mais au global, c'est vrai que l'Europe, on stabilise à peine, parce que là aussi, on a fait un choix à l'époque. On a fait un choix et ça reprend un peu ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'on a une vraie volonté de diversifier les compagnies. C'est-à-dire qu'on ne veut pas passer d'un aéroport uniquement Air France, comme on pouvait l'être il y a une quinzaine d'années, à un aéroport pratiquement que Ryanair sur les low cost. Donc aujourd'hui, on diversifie les low cost et on considère que sur le Maroc, c'est une bonne chose que ce soit Air Arabia, qui est Air Arabia Maroc, comme on a Transavia, qui est une compagnie hollandaise sur Amsterdam. Je veux dire, on essaye d'avoir une vraie cohérence. Une palette. Air Nostrum, qui est compagnie espagnole sur Madrid, on essaye d'avoir une vraie cohérence et une vraie diversité par rapport aux destinations de ligne.
Alors justement, qu'est-ce qui est prévu maintenant pour cette saison hivernale, puisqu'on vient de passer l'été, qui s'est plutôt bien passé, 2010-2011, qu'est-ce qui est prévu? Est-ce qu'il y a des nouvelles lignes, des lignes Oui. loisirs peut-être? Alors, des lignes loisirs, oui, puisque là, donc, sur l'hiver, on va avoir Madère, Cap-Vert et l'Égypte. Donc ça, je pense que ça c'est nouveau. Ça va permettre aux gens qui veulent aller dans le Cap-Vert pendant l'hiver, c'est intéressant. Prendre le soleil. Et puis, en dehors de ça, bien sûr, on a une réflexion avec un certain nombre de compagnies pour ouvrir des lignes pour le prochain programme été, dans l'esprit de ce qu'on a déjà ouvert cette année, c'est-à-dire ouvrir de nouvelles lignes sur l'Europe. Donc aujourd'hui, on ne peut pas encore dire des destinations, mais il est clair qu'on a un programme et des négociations en cours qui devraient permettre, on le souhaite en tout cas, d'ouvrir au moins 3 ou 4 lignes à l'été prochain. Vous avez évoqué les rotations sur Paris. Est-ce qu'on reste sur ces 6 rotations actuellement? Non, et Charles de Gaulle? Oui, alors, sur les destinations Orly, on est sur les mêmes nombres de rotations. Par contre, ce qu'on essaye de voir avec Air France, c'est qu'ils ne diminuent pas l'offre, c'est-à-dire en diminuant la taille des avions. Donc ça, on est en train de négocier. Et le challenge aussi avec Air France, c'est d'avoir une 5e fréquence Roissy, puisqu'on a 4 fréquences Roissy. Mais ça implique qu'il y a certaines destinations qui sont liées au hub d'Air France, qui effectivement nécessitent pour les passagers d'attendre dans certains cas 5-6 heures, ce qui n'est pas raisonnable. Donc aujourd'hui, il faut qu'on ajuste encore cette offre pour que par rapport au long courrier, les Montpelliérains aient effectivement les connexions qui vont bien et qu'on ne leur fasse pas de perdre de temps à Paris. Parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? Ils vont prendre là aussi le TGV sur Roissy ou d'autres systèmes. Et aujourd'hui, on veut que les passagers qui embarquent à Montpellier aient vraiment un service, qui soit de bonne qualité, y compris quand ils partent pour le long courrier. Alors en avril, on avait évoqué annoncé l'implantation de la société Air Languedoc à Montpellier-Méditerranée. C'est une compagnie aérienne de vols sanitaires et de vols d'affaires. On en est où aujourd'hui? Les vols ne sont pas encore à l'ordre du jour. Non. Alors, cette compagnie, ça nous intéresse. Bon, c'est une création, donc c'est en cours. Donc, on a été contacté et on était intéressé pour les avoir sur l'aéroport. Parce que je crois que c'est important de développer aussi des services et de diversifier le type de service. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en termes de vol à la demande, on n'avait plus de compagnie depuis Europe Airlines qui a disparu il y a quelques années. Donc on a été tout à fait intéressés et on pense que les compléments d'activité, évacuation sanitaire, vol à la demande, vol VIP, ça correspondait bien. Donc aujourd'hui, cette compagnie a été créée, est en train de transférer son siège social sur l'aéroport et de recapitaliser sa société. Donc ça devrait dans les jours qui viennent et je pense qu'on sera informé en direct par la compagnie et là on le diffusera bien évidemment à la presse pour rassurer tout le monde. Alors en juin dernier également s'est créée l'association pour la promotion des flux touristiques. Alors c'est une association qui rassemble des entreprises privées, des organismes parapublics comme les offices de tourisme et les collectivités territoriales. C'est une association qui travaille avec vous pour faire venir les low-cost? Oui, alors pour porter les contrats. Voilà. D'abord, c'est Association pour la promotion des flux touristiques et économiques. Et économiques, voilà, c'est ce qui manquait. Voilà. Aujourd'hui, pourquoi? Parce que effectivement, les compagnies qui viennent sont amenées à amener de la valeur ajoutée par le biais en faisant venir des touristes ou effectivement en développant des flux économiques. Et dans bien des cas, ces compagnies aériennes ont besoin d'être soutenues par rapport à la promotion de ces lignes et par rapport au fait que derrière, il y a un vrai retour pour la région en termes financiers et économiques. Donc cette association est là pour participer à la promotion de ces lignes et aider au développement. Parce que c'est bien beau de créer une ligne, encore faut-il que ça se sache et que la promotion nécessaire soit faite. Cette association est là aussi pour ça. Donc ça veut dire que concrètement, la société aéroportuaire amène la ligne, fait créer la ligne et le côté publicité pour la ligne en disant... oui, alors ça va. Aujourd'hui, on est plus dans la concertation. C'est-à-dire que l'aéroport est amené, quand l'association l'invite, à présenter les différents axes sur lesquels elle travaille, qu'elle souhaite développer, pour bien être en phase avec l'association, comme quoi c'est des secteurs qui sont intéressants. Derrière, on finalise au mieux les négociations et l'association, elle participe après en fonction des lignes ouvertes, négociées et ouvertes. Elle participe financièrement, parce voilà. qu'il faut mettre la main à la poche. Oui, mais dans le cadre de la promotion.
D'accord, donc c'est voilà, ce que je disais, de Voilà. la publicité en fait pour faire venir les Oui, passagers. ça peut être sous, Ça peut être sous ça. de nombreuses formes, mais Et les formes je dirais, indirectes. c'est mieux de parler de promotion que de publicité. D'accord. Publicité, c'est un peu réducteur. Donc actuellement, un passager sur 5 environ qui passe par Montpellier Méditerranée emprunte un vol low cost. Ça vous paraît une bonne proportion? C'est une proportion à garder? Écoutez, par exemple, on parle beaucoup de Marseille MP2, hein, Oui, qui est vraiment spécialisé sur le ou low de cost. Lyon. Ben, vous voyez qu'à à Marseille, la proportion, même quand vous intégrez le MP2, elle n'est pas beaucoup plus importante, elle est de 25-26% du global. Donc aujourd'hui, j'allais dire, on est dans une proportion normale, mais il est clair qu'aujourd'hui, contrairement peut-être à des aéroports comme Marseille, le développement de vols réguliers est quand même plus limité du fait que notre potentiel économique est moins fort que la région de Marseille. Donc aujourd'hui, c'est vrai que vraisemblablement notre axe de développement prioritaire, ce sont les compagnies low cost et les développements de flux touristiques. En un mot, Cyril Reboul, il avait été évoqué la possibilité que l'État ouvre son capital. Actuellement, c'est 60% de la société aéroportuaire. Est-ce que c'est une possibilité pour Montpellier? C'est une possibilité pour certains aéroports de province? Oui. Alors, pour bien comprendre, aujourd'hui, l'État va étudier les 5 aéroports qui sont en société anonyme pour étudier dans quelle mesure le capital peut être ouvert. Après, il est bien évident que Montpellier, Nice, Toulouse, ça n'a rien à voir en termes de contexte aéroportuaire. Des Et que aéroports donc, différents. quand les 5 aéroports vont être étudiés, mais quant à la méthode, le type d'ouverture et le planning, pour chaque aéroport, ça va être un cas particulier. Il y aurait déjà des candidats, notamment, on pense Oui, à la mais région, vous savez, qui se seront positionnés. il faut voir que de toute façon, le principe d'ouverture du capital, la règle, c'est normalement l'appel d'offres. Oui. Bon, à part ça, il peut y avoir des réflexions de gré à gré qui peuvent être discutées aéroport par aéroport. Aujourd'hui, on n'en est pas là. L'État choisit un conseil financier, la Société Générale, un conseil juridique, la Société Aegis, qui va travailler là-dessus et qui après va réfléchir aéroport par aéroport quelle est la meilleure méthodologie pour l'ouverture du capital. Cyril Reboul, merci beaucoup d'avoir passé ce moment sur le plateau de Satellite Éco. Tout de suite, le coup de pouce. Alors comme toutes les semaines, c'est donc l'heure du coup de pouce de Satellite Éco. Aujourd'hui, il s'agit d'un coup de pouce donné aux entreprises et aux salariés de la région grâce à un numéro vert. Sébastien Massard, bonjour. Bonjour. Alors on va tout de suite parler du constat en fait, qui a été fait. Vous êtes en charge des questions économiques auprès du préfet de la région et vous dirigez également le service de la Directe qui a mis en place ce numéro vert, Voilà. la Directe. La Directe, c'est la direction des entreprises. C'est une nouvelle direction qui a été créée dans le cadre de la réforme de l'État tout récemment, Voilà. qui est l'interlocuteur Janvier unique 2010. des entreprises sur tous leurs sujets. Alors là, le constat qui a été fait, c'est la crise a touché le Languedoc-Roussillon. Voilà. Peut-être pas On a une région avec un très très fort chômage, c'est le plus fort chômage en France, 13%. Et sur cette base-là, on ne pouvait pas rester les bras croisés et on a mis en place un numéro vert pour répondre aux besoins à la fois des demandeurs d'emploi et des salariés. Alors ce numéro vert, c'est le 0800 00 74 74. Concrètement, si on appelle, quel service est-ce qu'on reçoit? Voilà, donc on a des opératrices qui répondent au bout du fil, donc une voix humaine, ça c'est très important pour nous. Et ces gens-là sont capables d'orienter un salarié ou un chef d'entreprise par rapport à ses besoins. Donc, on a un exemple concret, par exemple, je suis entrepreneur. alors très concrètement, vous êtes chef d'entreprise, vous traversez des commandes sont en difficultés. baisse. Voilà, vous n'avez plus autant d'activités qu'auparavant. Au lieu de licencier vos salariés, ce qui vous dérange, vous voudriez mettre en place de la formation pour préparer la reprise une fois que la crise sera terminée. Mais il existe des financements, mais vous ne les connaissez pas. Vous appelez le numéro vert et ils vont vous orienter vers des organismes qui peuvent financer la formation de vos salariés et qui remboursent en partie les salaires des salariés. Même chose en tant que salarié, je vois que l'entreprise est en difficulté. Voilà. Vous voulez vous reconvertir, soit parce que vous ne vous plaisez plus dans votre travail, soit parce que vous sentez que votre entreprise est en difficulté, eh bien, vous avez plusieurs possibilités de valoriser vos acquis, de préparer un transfert vers une autre entreprise. Eh bien, vous appelez ce numéro vert et on vous orientera vers des organismes tout à fait adéquats en fonction de votre besoin pour financer, parce que vous avez des droits, une formation. Est-ce que ça n'arrive pas un peu tard, ce numéro vert?
par rapport à la crise économique qui nous Bien touche sûr, depuis un moment. ça arrive trop tard parce que c'est toujours trop tard de mettre en place des bonnes solutions. Mais on a eu avec ce numéro vert un travail de fond avec les différents partenaires sociaux et avec la région. Ça, c'est un point extrêmement positif pour nous. C'est quelque chose qui a bien sûr pris du temps, mais qui maintenant, depuis janvier, est en place. Il y a eu 7000 appels depuis janvier, comme quoi, même si c'est un petit peu après le départ de la crise, on a réellement un besoin et qui perdure et qui va perdurer pendant la période de reprise, ça c'est sûr. Vous l'avez dit, c'est en place depuis plusieurs mois. C'est maintenant que vous communiquez dessus parce que certes, la crise est passée, ou en tout cas on l'espère, mais il faut aussi préparer la reprise. Et certains accusent encore le coup de la crise, mais il faut préparer la reprise pour d'autres, c'est ça? Pour beaucoup d'entreprises qui ont un peu fermé les écoutilles pendant la crise, là ça va être le moment de s'ouvrir de nouveau au marché, de mettre en œuvre le travail de leurs salariés. Mais pour ça, il faut encore et toujours former les salariés pour adapter les compétences à des marchés qui ont bougé avec la crise. Entre avant la crise et maintenant, les marchés ne sont plus les mêmes, il faut s'adapter. Sébastien Massard, merci beaucoup pour toutes ces infos. Je rappelle donc un numéro vert unique pour les salariés et les entreprises du Languedoc-Roussillon, le 0800 00 74 74. L'appel est gratuit depuis un poste fixe. Voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve mercredi prochain pour un nouveau numéro de 7 Éco. Au revoir à tous et à très bientôt sur 7 TV.